Merci beaucoup, professeur Danuel. Donc, n'étant ni myologue ni immunologue, je vous remercie d'être très tolérant à cette intervention. Donc voilà la maladie dont on parle chez le tout petit, la maladie de Pompe avec ce tableau aussi sévère. Une espérance d'un traitement est arrivée de façon évidente puisqu'on a vu arriver l'efficacité sur le cœur, l'efficacité sur les fonctions motrices, mais malheureusement pas chez tous les enfants, et c'est tout le problème un petit peu de parvenir à mettre le maximum d'enfants sur cette courbe-là et non pas sur la courbe du bas. Donc, c'est bien sûr, Pascal nous a montré, cette efficacité a été montrée et remontrée, publiée à plusieurs occasions. Alors, on sait que ça marche très bien sur la cardiomyopathie qui s'améliore le plus vite, la croissance, le développement moteur, mais on a des problèmes dont on nous a parlé ce matin également qui apparaissent, qui fait une maladie complexe dont on découvre finalement une nouvelle histoire naturelle. Les premières études ont bien montré que des anticorps apparaissaient et qu'en fonction, quand il n'y avait pas d'anticorps, on avait une efficacité qui était tout à fait correcte, mais avec l'apparition des anticorps, le score de motricité avait beaucoup plus de difficultés et on a l'impression que ce problème immunologique est clairement une des clés pour obtenir un bon résultat. Parce qu'effectivement, quand on regarde maintenant un petit peu à distance, on a l'impression qu'un tiers des enfants ont une excellente évolution, même si jamais, effectivement, l'équipe de Hollande montre maintenant qu'à 10 ans, des problèmes peuvent survenir qui n'étaient pas imaginables au départ, une efficacité partielle dans 30% des cas, puis des échecs avec des décès, ce qui surviennent quand même dans 30% des cas. Donc, cette histoire, ce retard, cet échec thérapeutique que l'on peut observer, bien sûr, il y a deux causes principales que l'on peut incriminer. Le retard diagnostique, et il faut bien dire et redire à quel point ce retard diagnostique, les enfants le payent cher et éventuellement définitivement, mais cette réponse immunologique, le traitement est considéré comme un non-self pour les patients qui ne synthétisent pas la protéine. Et bien sûr, les anticorps vont risquer d'inactiver ce traitement, la formation des anticorps qui vient altérer l'efficacité d'un traitement qui paraît tellement physiopathologique. Alors, le self et le non-self, je m'étais dit que j'allais vous expliquer, d'ailleurs j'allais me réexpliquer à moi-même ce que c'était que cette tolérance immunologique. On connaît bien les protéines, on les tolère et on ne les connaît pas, alors on déclenche une réaction immune. Et je me suis dit, ça doit être simple à expliquer. Je suis allé voir dans les revues qu'est-ce que c'est que la tolérance à des cellules B qui fabriquent les anticorps. J'ai démissionné assez vite. Je suis ensuite retourné voir dans des grandes revues c'est encore pire, avec des tableaux auxquels je ne comprends rien. Donc je vais vous l'expliquer à la façon d'un pédiatre. Vous savez, cette vieille chanson de Vassiliou, c'est qui celui-là? Vous remplacez Vassiliou par un lymphocyte, et quand ils ont une drôle de tête, ça se passera pas comme ça. Et clairement, ça va pas se passer comme ça, parce que les dégâts vont être importants pour les enfants. On voit bien que l'injection intraveineuse de la glucosidase acide vont générer un taux d'anticorps relativement élevé, alors que lorsqu'on l'envoie par voie intrapéritonéale, c'est beaucoup moins élevé, mais sûrement évidemment moins efficace. Et donc cette augmentation des anticorps chez les enfants, et on va voir bien sûr crime négatif, vont être une raison importante de l'échec thérapeutique. Alors il n'y a pas que la maladie de Pompe, c'est un modèle que l'on observe dans toutes les enzymothérapies, mais pas dans toutes, et on va voir pourquoi il y a des différences. Dans la maladie de Hurler, le déficit en L-hydrurodinase, eh bien, on voit bien ici que les patients tolérants ont une excellente captation. C'est pas des patients, c'est des chiens, mais on voit bien que la captation des anticorps est excellente. Et plus vous avez des anticorps, et puis moins cette captation va être bonne. Il y a des tas de modèles animaux qui ont montré le lien entre la présence d'anticorps et la difficulté à avoir une efficacité. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'un lysosome qui devrait s'améliorer et se débarrasser finalement du matériel accumulé, ici les mucopolysaccharides, puisqu'on est dans le modèle de la MPS1, mais pareil pour le glycogène, eh bien lorsque ces lysosomes ne sont pas capables d'épurer, bien sûr, ils vont se rompre et on connaît toutes les conséquences de ce mécanisme. Alors, on a maintenant un certain nombre de maladies que l'on peut traiter par enzyme avec des réponses anticorps qui sont très différentes. On voit bien que dans la maladie de Gaucher, on a un taux de réponse un taux d'anticorps qui est faible. Dans le Hunter, qui est modéré, dans les autres, qui est très important. Et ça se comprend assez bien, puisque dans la maladie de Gaucher, on ne traite que les types 1 et quelques types 3. On ne traite pas les types 2 qui sont les plus graves et qui ont une absence totale de protéines. Il y a quasiment toujours une activité résiduelle dans un Gaucher type 1. Donc il est normal d'avoir une réponse anticorps finalement de faible intensité et qui est parallèle à ce que l'on voit finalement dans les déficits en maltase acide, que je n'appellerai pas maladie de Pompe personnellement non plus,
et que finalement il y a peu d'adultes qui font des réponses anticorps violentes. Maladie de Hunter, finalement, on a traité les survivants. On a traité des patients qu'on avait tous dans nos consultations et qui n'avaient pas la forme neurologique la plus grave. Donc clairement, je pense qu'il y a un pourcentage de patients qui avaient une activité résiduelle, donc une protéine, donc une tolérance, donc moins d'anticorps. Par contre, une vraie question pour maladie de Fabry, parce que les hommes de maladie de Fabry ont des mutations sévères, une absence de protéines pour la plupart, mais on sait bien que c'est un développement de maladie très variable dans le temps. Et est-ce que le timing de l'introduction de l'enzymothérapie peut jouer? Est-ce que la petite enfance, les 6 premiers mois, sont une période particulièrement fragile au niveau de l'installation immunologique et générerait des réactions anticorps plus violentes? C'est tout à fait possible. La maladie de Pompe est donc le modèle où on a ces problèmes d'anticorps avec anticorps neutralisants qui inactivent l'activité. Alors, comment ça marche? Il y a 2 mécanismes principaux. Le blocage du récepteur et la captation de l'enzyme, ou bien la fixation sur le site enzymatique, le site catalytique de l'enzyme, qui rend inactif l'enzyme. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en évidence sur la déviation de ces enzymes vers le système macrophagique en particulier, qui va inactiver le complexe anticorps-enzyme. Alors, on peut doser, mesurer ces anomalies, voir si ce sont des inhibitions de recaptage. On voit bien ici une captation normale, et lorsqu'on met les anticorps, la captation est complètement déviée vers la gauche et donc s'annule. Voire on peut mesurer par une technique d'enzymologie relativement simple l'activité enzymatique qui disparaît lorsque l'anticorps, bien sûr, se colle sur ou altère la fonction catalytique de l'enzyme. Donc ces analyses existent, bien sûr. Elles sont extraordinairement importantes et je pense que l'évolution de la cinétique de ces anticorps et de ces anomalies immunologiques en réponse au traitement doit être monitorée de façon très étroite, essentiellement, je pense, chez l'enfant qui le développe plus que chez l'adulte, et cela doit être un des critères pour orienter notre conduite à tenir sur le traitement des jeunes patients. Alors le fameux crime, c'est un crime de ne pas connaître le crime aujourd'hui, bien sûr, le cross-reactive immunologique matériel, Pascal l'a décrit, il l'a montré tout à l'heure, donc des patients délétères, pas de protéines, on ne retrouve pas. Le crime, c'est tout simplement un western blot finalement, qui regarde s'il y a ou il n'y a pas la protéine, et quand il y a la protéine ici, on va dire que c'est un crime positif, quand il n'y a pas de protéine, c'est un crime négatif, c'est une simple analyse quantitative de la présence de la glucosidase acide dans les tissus étudiés. Ça peut se faire sur fibroblastes, mais maintenant il y a des techniques, ça se fait sur sang et de façon rapide, et on verra qu'une de mes conclusions, c'est sûrement que ça se fasse le plus vite possible chez nous. On en a besoin, enfin nos patients en ont besoin. Pascal vous a montré ça. Quand on a un crime négatif, eh bien, le pronostic est extrêmement sombre sous traitement. Quand on a un crime positif, le pronostic est fondamentalement différent. Ce sont des patients qui ont un déficit relativement semblable en termes d'activité enzymatique. Ce sont des maladies de pompe avec un taux inférieur à 1%. Mais vous savez bien qu'avoir une activité enzymatique très basse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protéines. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas installé une tolérance immunologique sur cette protéine. Et donc, le fait d'avoir un peu de protéine, même si elle n'est pas très active, ça évite de stimuler le système immunitaire et ça modifie complètement le pronostic. Donc, quand on regarde ce papier très récent, on voit bien ici qu'en fonction du fait qu'on ait crime positif ou crime négatif sur l'hypertrophie cardiaque, avec le temps à 6 mois et à 1 an, eh bien, les crimes négatifs ne s'améliorent pas, voire s'altèrent, alors que les crimes positifs ont une bien meilleure réponse. C'est la même chose quand on regarde ce marqueur GLC4 que Pascal vient de nous décrire, eh bien, enfin que vous connaissiez bien d'ailleurs, et on voit bien que le GLC4, j'ai peut-être confondu crime positif et crime négatif dans l'ordre ici, reste élevé dans les crimes négatifs et bas dans les crimes positifs. Il faut inverser le plus et le moins. Comme quoi, il ne faut pas travailler à 1h du matin pour faire les topos du lendemain ou du jour même. La mise en place du traitement avant l'enzymothérapie est une vraie question. Ça veut dire comment est-ce qu'on va éviter que ce traitement soit inefficace. Un traitement lourd, c'est un traitement onéreux, c'est un traitement dont on attend une vraie efficacité. Et alors, il y a plusieurs systèmes qui ont été proposés. Est-ce que l'on traite avant le traitement, mais alors on va retarder
l'introduction du traitement et on connaît l'effet délétère du retard thérapeutique, ou bien est-ce qu'on va traiter en cours de traitement, comme l'a fait Mme Kishnani, avec cette triple immunosuppression qui permet d'inactiver la réponse immunitaire. Alors, je vous ai déjà montré que les anticorps montent et des essais ont été faits avec des immunosuppresseurs et cyclosporine, ça ne marche pas. On voit qu'il n'y a aucune baisse de la réponse anticorps. Cet immunosuppresseur n'a pas marché non plus. Et finalement, ce qui a été décrit, c'est un traitement par le méthotrexate qui permet d'induire une tolérance. Mais donc, il faut bien... ça a été fait sur modèle murin. Ça n'a pas été fait chez l'homme. C'est un papier qui est pas... il date de 2008, donc ça fait déjà 2 ans. On n'en a pas tiré de conséquences en termes de guidelines de traitement de la maladie de Pompe. Moi, c'est vrai que je ne suis pas le spécialiste des maladies de Pompe, mais finalement, on n'a pas eu de réunion disant maintenant, chez tous les patients ayant une maladie de Pompe, il faut commencer par faire du méthotrexate pour essayer d'induire une tolérance. C'est publié et vous allez voir, les résultats sont quand même assez intéressants. Quand vous ne donnez pas de méthotrexate, eh bien, vous avez les anticorps qui montent. Quand vous donnez du méthotrexate, il y a des doses qui ne sont pas très élevées et pendant un temps limité. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on ne traite pas toute la vie avec du méthotrexate. On va traiter pendant un temps limité, et ce temps limité, que ce soit à 16 semaines ou à 32 semaines, va générer une baisse des anticorps. Alors il faut remarquer que la tendance naturelle est à la baisse des anticorps, y compris quand il n'y a pas de méthotrexate, mais cette montée ici des anticorps va être infiniment moindre lorsque l'on fait un traitement initial par méthotrexate avant de commencer l'enzymothérapie. Donc, piste d'induction de tolérance, c'est du métho à des doses relativement faibles, avec un temps limité, mais en commençant avant l'introduction de l'enzymothérapie. Et on voit bien. Alors, deuxième piste, alors ça aussi, bien sûr, c'est des études sur modèles animaux, mais néanmoins, c'est extrêmement... l'idée de faire une thérapie génique, on sait bien les problèmes majeurs que ça pose actuellement. On aimerait bien tellement de maladies, aimerait bien avoir une thérapie génique à disposition. Et on sait qu'un des problèmes majeurs de la thérapie génique, c'est finalement que ça n'a pas souvent une pérennité extraordinaire. Ça veut dire qu'on arrive à avoir une efficacité, mais la pérennité... Alors là, c'est pas la même chose qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est mettre une thérapie génique pour induire une tolérance quand on va mettre le traitement et qui ensuite va perdurer, parce que le traitement qui va perdurer va continuer cette tolérance. Donc l'idée est tout à fait séduisante. Et on voit bien ici les anticorps sans thérapie génique. Et quand on fait une thérapie génique chez ces animaux, eh bien, ça fonctionne. Il n'y a pas d'anticorps. Et la protéine est infiniment plus présente quand on regarde au niveau cardiaque. Donc c'est extraordinairement efficace. Quand on regarde ce type de papier, on se dit, mais oui, c'est bien sûr. Et quand on regarde l'évolution, alors quand on met simplement une enzymothérapie, eh ben, le pronostic est effroyable chez ces modèles animaux, ces souris. Par contre, quand on met la thérapie génique seule, ça marche et puis ça baisse, parce que finalement, on connaît les problèmes de pérennité de l'implémentation de gènes par thérapie génique, mais quand on met la thérapie génique qui va induire la tolérance, puis ensuite on continue avec une thérapeutique, on a l'impression que le système continue. Donc est-ce que c'est pas une piste également, enfin bien sûr c'est une piste, puis ça a été publié, pour essayer d'obtenir cette efficacité du traitement de façon pérenne, sans la perdre par la réaction immunologique. Donc, et puis Mme Kishnani a publié dans le New England, donc Pascal l'a montré, cette histoire avec une évolution qui est extrêmement mauvaise et avec une augmentation des doses, 20, 30, 40 mg kg, les anticorps, la triple immunosuppression, l'annihilation des anticorps. Le résultat clinique, quand on lit la lettre, il n'est pas incroyable, il est toujours ventilé cet enfant, et donc c'est un enfant qui est sévère. Néanmoins, c'est la preuve qu'un traitement qui est quand même par rituximab, métaux et immunoglobuline, permet de négativer cette réponse anticorps. Donc, si on n'a pas réussi à traiter avant l'enzymothérapie pour induire la tolérance, on a, grâce à ce type de protocole, une solution à proposer aux enfants qui développent des anticorps et chez qui on risque de perdre l'efficacité thérapeutique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, si on veut un statut crime, il faut 2 mois. Ça veut dire qu'il faut faire une biopsie de peau, il faut 6 semaines pour que ça pousse, il faut les envoyer aux États-Unis, à Duke, et on peut avoir un statut crime, c'est pas si simple. Or, la technique existe, 2,5 ml sur 100 réponses dans la semaine, ça devrait être possible. Madame Pirot, je ne regarde que vous. Comme ça, à part. Enfin. Donc, finalement, aujourd'hui, devant une
présence de signes évocateurs. On diagnostique devant tous ces signes un déficit. J'insiste sur les CPK augmentés. J'insiste aussi sur le petit dernier, c'était quand même une hypotonie avec des enzymes hépatiques augmentées. Personne n'avait pensé à doser les CPK. C'est une vieille blague, mais enfin quand même, on a 2 patients avec déficit en maltase acide diagnostiqués sur des transaminases. Et ça permet de diagnostiquer assez tôt. Et donc, confirmation par la biologie, par l'activité maltase acide, la biologie moléculaire, très bien, on a un diagnostic de maladie de pompe. Alors, il y a les formes précoces et les formes late onset, c'est pas ça qui nous intéresse, je suis pédiatre, excusez-moi, et l'immunologie, c'est surtout pour les petits, 2 ans, mais même 1 an. Niveau d'activité résiduelle, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'il faut, en urgence, faire quand même le statut crime? Je pense que oui, dans un premier temps, parce qu'on a besoin de données, on a besoin de savoir, mais a priori, on peut imaginer que ces patients qui ont une activité résiduelle ne devraient pas être crime négatif. Elle est nulle, on doit faire un crime, il est négatif, il est positif. Et si on continue, la première conclusion, c'est qu'il nous faut un laboratoire en France qui nous fait ce statut crime. C'est une relative urgence. Et une fois qu'on sait qu'on est crime négatif, eh bien, il va falloir que les spécialistes de cette histoire, avec les immunologues, se mettent autour d'une table et se décident à écrire un consensus, des guidelines. Peut-être qu'elles auront à être modifiées dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce sont des enjeux qui se jouent à quelques mois. Ça veut dire que quand on commence un traitement de maladie de pompe, si jamais 3 mois plus tard on a beaucoup d'anticorps et qu'on n'a pas pu les faire baisser, on n'a pas pu éviter qu'ils arrivent, on risque de perdre la partie. Et donc c'est quelque chose de relativement urgent. On doit savoir qu'est-ce que l'on fait, est-ce que l'on essaye de traiter avant, en fonction de l'âge du diagnostic, etc. Est-ce qu'on doit prévoir une surveillance extrêmement précise de ces anticorps et mettre en place l'immunosuppression, la triple immunosuppression décrite dans New England? Voilà des questions qui sont extrêmement importantes. Donc, la tolérance est un très vieux problème. Pour ces petits patients, ce n'est pas un problème humaniste, c'est un problème vital. Merci.